Parce qu'il y a toujours un envers du décor, aujourd'hui dans Réversible, adolescents et criminalité organisée, de Naples à Marseille. En France, en 2024, des adolescents, pas de jeunes hommes, des adolescents, sont retrouvés morts dans des règlements de compte liés au narcotrafic. D'autres en commettent. Ici, le mot adolescent a son importance. Il désigne quelqu'un qui n'a pas l'âge de voter, qui n'a pas l'âge de conduire, quelqu'un dont le cerveau n'a pas fini de se former. Et pourtant, voilà ce qu'on entend dans l'actualité en 2024. À Marseille, une enquête a été... 2 jours après la découverte de ce corps, un chauffeur VTC est abattu d'une balle dans la nuque à Marseille. Le suspect a 14 ans. Il avait été recruté en ligne, conduit jusqu'à sa cible et briefé sur ce qu'il avait à faire. En face, Nessine Ramdan, père de 3 enfants, qui n'avait rien à voir avec le milieu. Il était simplement au volant ce soir-là. Mais il a refusé d'attendre le temps de l'exécution et c'est lui qui est mort. Le procureur de la République parlera publiquement d'ultra-rajeunissement de la violence. Ce n'est pas une formule rhétorique, c'est un constat clinique sur ce que le narcotrafic est devenu en France. Bien sûr, dans le calcul du crime organisé, le mineur n'est pas une erreur de recrutement. Ce n'est pas le gamin du quartier qu'on embarque parce qu'il traîne au mauvais endroit au mauvais moment. Non, c'est une ressource identifiée comme telle, exploitée comme telle. Commençons parce que les organisations criminelles savent depuis longtemps et que les institutions ont mis du temps à formuler clairement. Un adolescent de 14 ans coûte peu, il obéit vite, il est facilement manipulable. Et si ça tourne mal, il se fera une fierté d'être présenté devant la justice. Mais pas le réseau, pas le chef, lui. Et si on l'arrête, il ressort quelques années plus tard, le temps que le réseau recrute, lui, des dizaines d'autres jeunes. Europol, le chiffre sans détour, 70% des milieux criminels européens recrutent désormais des mineurs. Ce n'est donc pas du tout un phénomène marginal, c'est bel et bien une politique. La palette des rôles est à la fois large et bien pensée. En bas de la hiérarchie, les guetteurs, souvent des enfants de 11-12 ans, qui mémorisent les mouvements de la police et alertent par téléphone ou par signal. Au-dessus, les coursiers, les livreurs, les gardiens de stage, c'est-à-dire ces planques où sont entreposées les drogues avant distribution. Plus haut encore, et pour les plus déterminés, ou les plus manipulables, les exécutants. Chaque maillon a sa fonction et surtout, chaque maillon est remplaçable. Ce qui rend le système aussi efficace, c'est qu'il ne repose pas seulement sur la contrainte. Il repose surtout sur le désir, celui d'appartenir à un groupe, à une communauté, d'être reconnu, de compter dans le regard des autres. Dans des quartiers où l'école n'est pas forcément perçue comme une voie d'émancipation et où l'État est absent ou intermittent, la hiérarchie du clan offre ce que l'institution ne donne pas. C'est une forme de naïveté, certes, mais c'est une offre réelle face à un vide qui l'est tout autant. La Camorra a intégré cette logique depuis des décennies, rue par rue, quartier par quartier. Mais elle ne l'a pas inventée. Le recrutement structurel de mineurs par le crime organisé est bien documenté aux États-Unis dès les années 50, dans les gangs de Chicago et de New York, bien avant que les criminologues ne se penchent sérieusement sur la question. Naples a hérité donc d'une pratique bien rodée et l'a portée à un degré de sophistication bien particulier. Il serait commode de s'arrêter à la logique utilitaire, c'est-à-dire le mineur comme ressource, le recrutement comme calcul. Commode, mais insuffisant, parce que si la pratique est ancienne et les mécanismes si bien rodés, une question reste entière. Pourquoi ça marche ? Pourquoi des adolescents entrent-ils dans ces structures, souvent sans y être contraints par la force ? La criminologie développementale, c'est-à-dire l'étude des trajectoires de vie qui mènent certains individus vers la délinquance et d'autres pas, a mis des décennies à comprendre ce phénomène. Une célèbre psychologue américaine, criminologue, Terry Moffitt, dont j'écorche sans doute le nom, y fait figure de référence incontournable. Ce qu'elle établit et que personne ne conteste vraiment, c'est qu'il n'existe pas de profil unique, pas de destin tracé à la naissance. En revanche, il existe des accumulations. Rupture scolaire précoce, exposition répétée à la violence dans l'environnement familial ou immédiat, absence de figure d'autorité crédible, pauvreté. Mais attention, aucun de ces facteurs, pris isolément, ne conduit mécaniquement quelqu'un vers le crime organisé, évidemment et heureusement. De la même manière qu'on ne peut pas considérer que ce type d'accumulation mène systématiquement à la délinquance. Mais il est clair que leur combinaison, dans un territoire précis, crée des conditions où l'offre criminelle trouve peu de concurrents sérieux. Le territoire, justement. Ce mot qu'on utilise beaucoup mais qu'on n'interroge pas assez.
Dans les quartiers historiques de Naples, comme dans certaines cités marseillaises, le territoire n'est pas simplement un décor, c'est une structure sociale. C'est aussi une hiérarchie tacite, puisque le quartier est l'environnement où on grandit et qui détermine ce que l'on voit réussir, ce qu'on apprend à respecter ou à craindre. Et bien sûr, quand les institutions, l'école, les services sociaux, la justice, y sont perçus comme extérieurs, intermittentes ou franchement hostiles, c'est l'organisation criminelle qui occupe l'espace. Pas en force, pas toujours, ce n'est même parfois pas nécessaire. Parfois simplement parce qu'elle est là, parce qu'elle est constante, lisible, dotée d'une logique interne cohérente. Ce que le clan offre à un adolescent de 14 ans sans perspective, c'est précisément ce dont il manque. Une hiérarchie qui le reconnaît, des codes qui font sens, un sentiment d'appartenance qui n'a pas besoin d'être expliqué. La violence n'est donc pas le premier argument. Elle arrive plus tard, quand on est déjà dedans, quand le coût de la sortie est devenu trop élevé pour être envisagé sérieusement. C'est exactement ce mécanisme-là, c'est-à-dire pas le monstre, pas le prédateur né, mais l'adolescent pris dans une géographie sociale qui lui laisse peu de portes ouvertes, que le célèbre auteur italien Roberto Saviano a cherché à mettre en fiction. Avec ses limites, on y reviendra. Mais avec une intuition juste sur ce point, on n'entre pas dans la Camorra malgré sa jeunesse. On y entre souvent à cause d'elle. Il y a une mécanique que le crime organisé a saisie très tôt et que la fiction de Saviano formule avec une précision rare. Dans Bacio Feroce, le baiser féroce, qui est le deuxième volet de La Paranza dei Bambini, traduit en français par Piranha, j'y reviendrai, un vieux de la vieille explique à Nicolas, le personnage principal, qui est aussi un chef de bande de 17 ans, il lui explique donc pourquoi personne ne les a encore touchés. La réplique en napolitain donne à peu près ceci en français. Tu veux savoir pourquoi on ne t'a pas tiré dessus ? Mais parce que vous avez l'immunité de l'âge. Celui qui tire sur un enfant dit au monde qu'un enfant peut lui tenir tête. Et ce n'est pas une métaphore, c'est une analyse de rapport de force. C'est-à-dire qu'on ne tire pas sur un enfant parce qu'il est un enfant. On ne tire pas sur un enfant parce que ce serait un aveu de faiblesse. Dans un milieu où la réputation est une monnaie aussi réelle que l'argent, s'en prendre à un mineur revient à admettre une faiblesse. Et les clans rivaux le savent. Les familles historiques le savent. Alors, pendant un temps, le temps que les gamins deviennent trop dangereux pour être ignorés, ils opèrent dans une zone grise, protégés par leur âge autant que par leur audace. Cette immunité a aussi une dimension juridique, bien sûr, et les recruteurs ne l'ignorent pas, ils en jouent. Un mineur arrêté ne sera jamais jugé comme un adulte. Les peines sont réduites, les procédures allégées, la sortie plus rapide. C'est un calcul froid, intégré dès le recrutement. Là encore, si ça tourne mal, la perte est limitée, tandis que le réseau, lui, continue de tourner. Ce que Saviano a compris et démontre très bien dans son livre, c'est que cette immunité n'est pas seulement interne aux organisations, c'est-à-dire qu'elle est aussi subie par les habitants ordinaires, disons, qui partagent le même environnement géographique. Et donc cette immunité n'est pas seulement un atout vis-à-vis de la justice, mais elle est aussi une sorte d'argument d'autorité parce qu'elle est revendiquée, cultivée, transformée en identité par les gamins eux-mêmes. Ils se sentent intouchables au point d'en devenir même provocateurs. Être intouchable à 16 ans, dans un quartier où tout le monde se tait, c'est une forme de puissance que peu d'autres rôles peuvent offrir. Et c'est précisément ce sentiment-là qui rend le recrutement aussi efficace et la sortie aussi difficile. Et on pourrait même aller un peu plus loin sur la dimension psychologique de ces adolescents capables des pires atrocités. Il apparaît que les actes les plus extrêmes, les assassinats, les exécutions commises par des gamins de 14 ou 15 ans, ne sont pas seulement des preuves de loyauté envers le clan. Ces actes sont aussi des preuves adressées à soi-même. La criminologie et la psychopathologie ont documenté ce mécanisme. Les individus qui recourent à la violence pour asseoir leur statut présentent fréquemment des niveaux élevés de ce que les chercheurs appellent une estime de soi instable. Non pas une estime basse, mais une estime fragile, qui est dépendante du regard des autres et du sentiment de contrôle sur l'environnement. À ce titre, les travaux d'Andy Papachristos sur les dynamiques de violence dans les gangs urbains américains, ou même ceux de Lonnie Athens, dont je dois encore écorcher le nom, sur la construction sociale de la brutalité, pointent en tout cas dans la même direction. La violence létale fonctionne souvent comme une performance identitaire, un moyen de se rendre lisible dans un monde où rien d'autre ne l'a permis. Et je reviens sur Saviano et sur l'histoire qui a inspiré son roman en 2 parties, dont je répète les titres en français, Piranha pour le premier volet, Baiser féroce pour le second. Et ce roman est donc inspiré de l'histoire d'Emmanuel et Sibylle. On est à Naples en 2015, c'est récent.
Dans les ruelles du centre historique, une guerre de Camorra éclate qui va laisser des dizaines de blessés et de morts sur le pavé. Ce n'est pas une guerre entre vieux clans qui se disputent un territoire depuis des générations. C'est tout autre chose. On est face à une bande de gamins qui décident de prendre le pouvoir. À leur tête, Emanuele Sibillo, donc. Il est né à Forcella, le quartier historique de Naples, dans une famille déjà ancrée dans les réseaux criminels locaux. Ce qui distingue Sibillo des autres, c'est qu'il n'attend pas qu'on lui donne sa place. Il la planifie. Depuis sa cellule du centre de détention pour mineurs, il conçoit son projet avec une précision qui surprendra les enquêteurs. Évincer le clan Mazzarella de Forcella, reprendre le contrôle des places de deal, installer sa propre hiérarchie. Il a 16 ans quand il commence à y réfléchir sérieusement et il en a 19 quand il meurt, abattu d'une balle dans le dos lors d'une opération dans le fief rival en juillet 2015. Le groupe qu'il dirigeait, les enquêteurs napolitains l'avaient baptisé dans leurs actes judiciaires Paranza dei Bambini. Le mot vient du napolitain paranza, qui est un petit bateau de pêche qui racle les fonds en eau profonde, capturant des poissons si minuscules qu'on les frit entiers sans les identifier. Dans le jargon de la Camorra, le terme désignait déjà un groupe criminel, et avant Sibillo. Paranza dei Bambini, qu'on pourrait traduire par la flottille des enfants, c'est donc d'abord un terme judiciaire repris par la presse italienne avant que Saviano n'en fasse le titre de son roman en 2016. Le mot préexistait à la fiction. C'est la réalité qui a nommé la chose et la littérature qui l'a fixé dans les mémoires. En français, le roman est traduit sous le titre Piranha, un choix qui s'explique par une difficulté réelle. Paranza n'a pas d'équivalent en français. Le mot est trop ancré dans le napolitain, trop lié à une réalité maritime et criminelle pour se laisser traduire sans perte. Piranha attrape la violence du groupe, la prédation collective. C'est une solution honnête à un mot intraduisible. Mais elle efface une ambiguïté que l'italien conserve. Dans Paranza dei Bambini, ces enfants sont à la fois ceux qui tendent le filet, mais aussi ceux qui se font prendre. Dans l'affaire de Baby Gang de Sibillo, les enquêteurs ont mis au jour une organisation structurée, verticale, dotée d'une hiérarchie définie, de règles internes et d'objectifs territoriaux précis. La Paranza de Sibillo n'était pas un groupe de jeunes qui se livrent à des petits délits. C'était une émanation directe de l'Alleanza de Secondigliano, l'un des grands cartels de la Camorra napolitaine, dont elle avait hérité les modes d'organisation et les méthodes. Les stese, qui sont des raids armés en plein jour dans les rues du centre pour affirmer le contrôle d'un territoire, ne sont donc pas des improvisations d'adolescents surexcités. Ce sont des opérations planifiées avec reconnaissance préalable, division des rôles et calcul du risque. Ce point mérite qu'on s'y arrête. Dès qu'on parle de mineurs dans le crime organisé, deux récits s'affrontent. Celui de la pure victime, des enfants manipulés, sans volonté propre, sans responsabilité, et de l'autre côté le monstre, des individus violents, dangereux, pour lesquels le contexte n'explique rien et n'excuse rien. La réalité est que les deux contiennent une part de vérité et que c'est précisément ce qui la rend difficile à tenir. Ces adolescents prenaient des décisions, commettaient des actes délibérés et d'une violence parfois extrême. Ils évoluaient aussi dans un cadre qui avait façonné chacun de leurs choix avant qu'ils ne les fassent. Ce n'est pas une contradiction qu'on peut résoudre proprement, c'est une tension qu'il faut accepter de maintenir si on veut analyser le phénomène honnêtement. Et donc Saviano publie Piranha en 2016, un an après la mort de Sibillo. Le roman s'inspire très directement de son histoire, le quartier, les guerres de clans, la logique de groupe, l'ascension foudroyante et la fin inévitable. On peut donc dire concernant le personnage de Nicola qu'il n'est pas Sibillo à la lettre, mais la matière est la sienne. Ce que Saviano fait avec cette histoire, c'est lui donner une intériorité. Dans le roman, on accède aux pensées, aux désirs, aux affects d'un gamin de 17 ans qui tient pour la première fois une arme et qui comprend que les gens autour de lui ont peur. Ce glissement subjectif, la façon dont la violence devient non seulement un outil, mais aussi une identité, c'est ce que les dossiers judiciaires et la presse ne nous donnent pas. Et c'est là que la fiction complète utilement l'analyse pour nous permettre, en tant que lecteur, de comprendre des mécanismes que le récit purement factuel ne peut offrir. Ce type de récit donne accès, un peu comme un agent infiltré, à ce qui se passe à l'intérieur. La plongée n'est pas uniquement visuelle, on accède aussi à l'intériorité des personnages, à leur désir d'attention, à leur désir d'ascension. Mais surtout, l'intériorité nous impose une vision troublante. Ces gamins qui contrôlent des places de deal, qui négocient avec des parrains, qui ordonnent des exécutions, pensent comme des enfants.
Leurs références, ce sont les jeux vidéo, les séries qu'ils regardent sur leur téléphone, les mêmes codes culturels que n'importe quel adolescent de leur génération. Ils veulent des baskets de marque, ils veulent impressionner les filles et être respectés par leurs amis. Ce sont ces désirs-là, exactement ces désirs-là, que la Camorra a capturés et retournés. Le système de valeurs qui en résulte n'est pas l'absence de valeurs. C'est un système qui est cohérent, structuré, mais entièrement dévoyé. La loyauté existe, le courage existe, l'amitié existe. Simplement, ils ont appris à les exercer dans un cadre où tuer peut être un acte d'amour, où trahir un ennemi est une vertu. C'est ce décalage-là, entre la banalité de l'enfance et la gravité des actes, qui rend les deux romans aussi intéressants et aussi révélateurs d'un phénomène difficile à appréhender. Pour autant, Saviano n'échappe pas à une critique sérieuse qui dépasse son cas personnel et qui touche à une question que ce podcast pose régulièrement. Est-ce que mettre en récit le crime organisé de l'intérieur revient à le promouvoir ? La mise en scène de la violence, l'humanisation des personnages, l'accès à leur subjectivité, tout cela fascine autant que ça dénonce. Et les faits sont là. Certains gamins des quartiers napolitains ont érigé les personnages de Saviano en modèle, exactement comme des générations de mafieux américains se sont appropriés les codes du parrain. La fiction nourrit le mythe qu'elle prétend déconstruire. C'est un reproche légitime. Mais l'alternative n'est pas simple. Si on raconte le crime organisé uniquement depuis l'extérieur, depuis la perspective de la police, des victimes ou des institutions, on produit des récits qui décrivent les actes sans jamais expliquer pourquoi des gens les commettent, pourquoi d'autres les admirent et comment une organisation tient de l'intérieur. C'est pourquoi certaines narrations tentent de jouer sur les deux tableaux, l'intérieur et l'extérieur, la fascination et la critique. La série Pax Massilia, dont nous reparlerons plus tard, en est un exemple intéressant. Mais la tension ne se résout jamais vraiment. Elle est constitutive du genre. Et dans la réalité, ce qui s'est passé après la mort de Sibylle est d'une certaine manière aussi révélateur que ce qui a précédé. En quelques semaines, le quartier se couvre de fresques à son effigie. Des autels apparaissent dans les ruelles, parfois même en lieu et place des niches votives, si courantes dans les rues de Naples. Sur les réseaux sociaux, des comptes commémoratifs accumulent des milliers d'abonnés. On lui prête des vertus de Robin des Bois, le gamin de Forcella qui tenait tête au Mazzarella, les clans venus d'ailleurs. La réalité était évidemment plus banale et plus brutale, mais la réalité intéresse moins que le mythe. La Camorra a toujours su fabriquer des icônes. Ce qui est nouveau avec Sibylle, c'est la vitesse et l'échelle du phénomène, amplifiée par Instagram, les stories, par une économie de l'attention qui transforme un mort de 19 ans en personnage mythique. Les tatouages à son effigie se multiplient sur des gamins qui n'ont jamais mis les pieds à Forcella. Et son style, la barbe fournie, les vêtements sombres, griffés, devient un code vestimentaire adopté bien au-delà des réseaux criminels. Ce culte n'est pas anecdotique, c'est une machine de recrutement à retardement. 10 ans après sa mort, Naples enregistre de nouveaux meurtres impliquant de très jeunes dans les mêmes quartiers et selon les mêmes logiques. Le cycle ne s'est pas refermé, il cherche à se réactiver. Et ce sont les mêmes images, encore une fois les mêmes codes, le même mythe soigneusement entretenu qui en constitue le carburant. Mais Naples n'est pas une exception lointaine qu'on peut regarder avec la distance confortable de l'étranger. Le même glissement vers le bas de l'âge des recrutés, la même logique d'exploitation de l'immunité pénale, la même division des rôles, tout cela s'observe à Marseille aujourd'hui avec une netteté qui a fini par forcer l'attention des institutions. En mars 2024, l'émission Complément d'enquête sur France 2 citait des données du parquet de Marseille, selon lesquelles 60% des mises en examen pour assassinat et tentative d'assassinat liées au trafic de drogue avaient entre 14 et 21 ans. Ce n'est pas un signal faible, une exception qu'on range dans les faits divers et qu'on oublie la semaine suivante. C'est une tendance de fond, installée et documentée. Les chiffres sont éloquents. En 2023, Marseille a enregistré 49 narcomicides, terme forgé localement pour désigner les homicides liés au narcotrafic et qui dit quelque chose sur la façon dont la ville a dû inventer un vocabulaire pour nommer ce qu'elle vivait. En 2024, le procureur Nicolas Besson a parlé, je l'ai dit tout à l'heure, d'ultra-rajeunissement des auteurs. Et il a précisé que pour la première fois en France, un mineur de moins de 16 ans au moment des faits allait être jugé dans un tribunal criminel pour enfants. Ce glissement vers le bas de l'âge des exécutants n'est pas conjoncturel, et il s'accélère. En février 2026, s'est aussi ouvert, à Marseille, le procès à huis clos de l'adolescent de 14 ans accusé du meurtre du chauffeur VTC.
C'est le premier procès en France d'un tueur à gages mineur recruté via Internet par un réseau de narcotrafiquants. Le fait mérite qu'on s'y attarde parce qu'il concentre plusieurs dynamiques à la fois. L'adolescent avait été contacté en ligne, conduit dans une chambre d'hôtel, briefé sur sa mission, puis mis dans un VTC avec une arme. La cible était un membre d'un réseau rival. Le chauffeur, Nessine Ramdan, père de 3 enfants, sans aucun lien avec le milieu, je le répète. De cet adolescent, on sait qu'il avait été placé en foyer dès l'âge de 9 ans et que ses 2 parents étaient eux-mêmes incarcérés pour des affaires de stupéfiants. Ce n'est pas un détail biographique annexe, ça démontre la transmission intergénérationnelle de l'exposition criminelle, documentée dans la littérature criminologique depuis des décennies et qu'on retrouve ici dans sa forme la plus crue. Ce qui frappe à mesure qu'on avance dans les dossiers marseillais, c'est la familiarité des mécanismes. Le recrutement en bas âge, l'exploitation de l'immunité pénale, la division stricte des rôles, l'usage de la violence comme marqueur de statut et preuve d'allégeance, on a déjà vu tout ça, c'est la même grammaire. Mais les différences structurelles entre Marseille et Naples sont tout aussi significatives et disent quelque chose d'important sur la façon dont le phénomène évolue. Par exemple, la camorra napolitaine opérait, et opère encore, sur un ancrage territorial fort. Forcella, la Sanità, tout l'axe des tribunali que vous connaissez certainement si vous êtes allé à Naples. Bref, ce sont des quartiers où les clans sont enracinés depuis des générations, où tout le monde se connaît, où la hiérarchie criminelle double et concurrence la hiérarchie sociale ordinaire. Le recrutement se fait dans ce tissu-là par capillarité, par héritage familial et par proximité quotidienne. À l'inverse, à Marseille, le modèle s'est en partie déterritorialisé. Le recrutement passe désormais largement par les réseaux sociaux. C'est-à-dire que des adolescents sont contactés en ligne, parfois convoyés d'un département à l'autre, précisément parce qu'ils ne connaissent pas le territoire, ils n'en connaissent pas les acteurs et sont donc plus difficiles à identifier pour les enquêteurs. Ce turnover géographique délibéré transforme la désaffiliation en ressource opérationnelle. On recrute des gamins sans ancrage parce qu'un gamin sans ancrage ne génère pas de règlement de compte local et disparaît bien plus facilement dans le flux. C'est là que réside peut-être la différence la plus inquiétante entre les deux contextes. La Paranza, le groupe de Sibillo, aussi violente qu'il fut, s'inscrit dans une logique territoriale lisible avec des codes, une mémoire et une forme de continuité. Ce que le réseau marseillais a développé ressemble davantage à une logique de flux, c'est-à-dire anonyme, interchangeable, scalable. Les gamins y sont encore plus jetables et le système de remplacement encore plus rapide. Ce qui relie Naples et Marseille n'est pas une filiation abstraite qu'on construirait après coup pour les besoins de l'analyse. Cette filiation est documentée, elle est visible et elle est même revendiquée. Elle passe notamment par la musique. Je rappelle, en 2015, PNL tourne le clip « Monde ou rien à Scampia ». Et ça, c'est 85 millions de vues sur YouTube. La même année, SCH y tourne « Gomorra », multipliant les références à la série de Saviano, allant jusqu'à calquer le look de Salvatore Conte. Mais il y a aussi Jul, qui cite Ciro et Gennaro, Fianzo, qui intitule un de ses morceaux « Savastano », du nom du clan dans la série Gomorra. Il y a un rappeur marseillais qui va jusqu'à se rebaptiser AM La Scampia et qui crée son label 1092 qui est le nombre de kilomètres qui sépare Marseille de Naples. Ces références ne sont pas de la décoration. Elles disent quelque chose de réel sur la façon dont une esthétique criminelle circule, se greffe sur un imaginaire local et finit par nourrir des identités. Et malheureusement, sur les réseaux sociaux, ce phénomène prend une dimension supplémentaire. Des adolescents marseillais, parfois impliqués dans les réseaux, mais parfois tout simplement fascinés par eux, postent des photos en référence directe au personnage de Gomorra, reprennent les codes vestimentaires, les postures et les citations. La camorra y est perçue comme un modèle de réussite. Alors, pas dans sa réalité judiciaire et sociale, faite de morts à 19 ans de familles dévastées, mais dans sa version fantasmée. Puissance, loyauté, argent et respect, bien sûr. Ces adolescents ne regardent pas Gomorra comme une critique du crime organisé. Ils en font une notice d'aspiration. Ils prennent ce qui les arrange, comme l'image, le statut et puis le sentiment de fraternité. Et ils laissent de côté ce que la série montre pourtant sans détour, que tout finit toujours mal. C'est précisément ce mécanisme de lecture très sélective qui rend si délicate la question de la mise en récit du crime organisé, celle que Saviano n'a lui-même jamais résolue. Comment peut-on raconter la violence de l'intérieur sans alimenter le mythe ? La fiction, même la plus lucide, ne maîtrise pas sa réception. Et c'est là que l'analyse bute sur quelque chose de difficile à regarder en face. Parce que ce dont on parle là
n'est plus circonscrit à Marseille, même si c'est là que le phénomène a atteint son degré le plus visible et le plus documenté. La violence liée au narcotrafic et le recrutement des mineurs se sont propagés à l'ensemble du territoire français et à une vitesse que les institutions peinent encore à absorber. En 2023, 19% des mises en cause pour trafic de stupéfiants étaient mineurs. En 2024, près de 10 000 mineurs étaient impliqués dans le trafic de stupéfiants. À Grenoble, un enfant de 13 ans a été grièvement blessé par balle en novembre 2025. À Romans-sur-Isère, un tireur de 14 ans. À Brest, une adolescente de 14 ans touchée par balle chez elle, victime collatérale d'une fusillade en plein jour. À Nantes, un adolescent de 15 ans abattu dans le hall de son immeuble. Ce qu'il faut retenir de cette funeste énumération, c'est que derrière chacune de ces trajectoires, il y a des morts. Des gamins de 15 ans qui sont tués dans des ruelles, des chauffeurs VTC qui sont abattus. Des familles de Forcella à Marseille, à Nantes, à Grenoble, qui vivent avec ça longtemps après que les micros se sont éteints et que les séries ont trouvé de nouveaux spectateurs. Comprendre les mécanismes qui produisent cette violence, c'est le minimum qu'on puisse faire pour ceux qui en paient le prix. Ce n'est pas suffisant, mais c'est indispensable.